C'est le journal sur I24. Bonjour à tous. À la une de l'actualité, un nouveau blessé grave dans un attentat au couteau hier soir au nord de Jérusalem. Un Palestinien a poignardé un civil israélien dans le cou à plusieurs reprises. L'homme est toujours entre la vie et la mort. Tapis rouge, sourire et poignée de main, visite 5 étoiles pour Hassan Rouhani à Paris. Le président iranien était aux Invalides ce matin. Il sera reçu à 15 h à l'Elysée. La question du protocole est au cœur de cette visite. Après l'affaire des statues de nus italiennes, la question du vin français. Un petit tour de vélo et puis s'en va. Christiane Taubira a quitté son ministère et le gouvernement à bicyclette hier. Alors va-t-elle pédaler vers une primaire à gauche? Elle dit que non, mais elle est très plébiscitée. La question de son avenir politique est posée dans ce journal. Alors Finkielkraut accédera ce jeudi au statut d'immortel. Le philosophe fait son entrée à l'Académie française, héritier des Lumières, comme il aime se définir, ou néoréaque arc-bouté, comme le décrivent ses nombreux détracteurs. On revient sur la personnalité de l'essayiste. Enfin, ce coup de maître dans l'univers de l'intelligence artificielle. Pour la première fois de l'histoire, un ordinateur a battu un joueur de Go professionnel, ce jeu d'origine chinoise. Un ordinateur plus intelligent que l'homme. Jusqu'où ira le progrès? Rendez-vous en fin d'édition. Bienvenue à tous. C'est donc une nouvelle attaque et une nouvelle victime du terrorisme palestinien. Ça s'est déroulé hier soir dans un restaurant de Givat Ze'ev, une implantation au nord de Jérusalem. Tout d'abord les faits avec Mathias Inbar. Tel un chasseur devant sa proie, le terroriste palestinien suit ses victimes sur plusieurs mètres avant de poignarder un civil israélien. À 2 reprises, dans le dos, avant de prendre rapidement la fuite. Il faut alors quelques secondes avant que les témoins de la scène ne réagissent et entament une course-poursuite après le terroriste de 17 ans. Une centaine de mètres plus loin, il est maîtrisé. L'Israélien de 35 ans, lui, grièvement blessé, est à terre pendant de longues minutes. Traité d'urgence par les secouristes arrivés sur les lieux de l'attaque, il est ensuite transféré vers l'hôpital Shaare Tzedek de Jérusalem. Son état serait jugé toujours grave, mais stable. Il a eu beaucoup de chance. Le couteau a carrément percé ses poumons et il a donc perdu beaucoup de sang. Nous l'avons perfusé avant de l'opérer et stabilisé son état. Je peux vous dire de nouveau qu'il a eu beaucoup de chance, ne serait-ce que parce que ses poumons n'ont pas été affectés. La lame est passée très près du cœur et nous avons surtout réussi à contenir son hémorragie. Selon la police israélienne, le terroriste serait arrivé à Givat Ze'ev, au nord de Jérusalem, en provenance de Bir Nabala, à proximité de Ramallah. Une attaque de plus dans cette intifada des couteaux qui frappe Israël depuis octobre 2015. Et on vous retrouve Mathias Inbar dans cette localité de Givat Ze'ev. D'abord, évidemment, un mot de l'état de santé de la victime. Écoutez, bonjour Barbara, j'ai pu m'entretenir il y a un instant juste avant de vous parler avec la conseillère en communication de l'hôpital Shaare Tzedek de Jérusalem et elle m'a confirmé que le blessé d'hier, un Israélien de 35 ans, son pronostic vital n'est plus engagé. C'est la bonne nouvelle de ce matin. Il est toujours considéré dans un état particulièrement grave parce qu'il a beaucoup saigné. Son poumon gauche a été endommagé, mais les médecins ont réussi à stopper son hémorragie. Il est pour l'instant toujours placé dans un coma artificiel. Alors il faut souligner, Mathias, que là encore, si cet homme n'a pas été tué, c'est grâce à la vigilance de simples citoyens. Et c'est une récurrence dans cette vague de violence. Oui, tout à fait. Alors, il s'agit de ces 2 propriétaires du restaurant de viande qui est juste derrière nous. Immédiatement, après avoir vu que cet homme, ce civil israélien, avait été poignardé, ils ont couru tout simplement, sans armes, derrière le terroriste pendant plus de 150 mètres dans le froid ici glacial qui sévit actuellement à Jérusalem, avant de le neutraliser. Ces 2 hommes, d'ailleurs, ont neutralisé tout simplement sans utiliser de force excessive le terroriste avant de voir les policiers arriver sur place. Alors certes, il y a eu une foule derrière ces 2 propriétaires qui ont essayé de retarder l'arrivée des ambulances, mais cela dit, effectivement, pour répondre à votre question, eh bien, il s'agit d'une action presque ici qualifiée
d'héroïque par ces deux civils, ces deux propriétaires du magasin, du restaurant derrière nous. Merci Mathias. À Givat Ze'ev, terrorisme toujours. Ces nouvelles révélations sur l'attentat de Tel Aviv. Cette fois, une attaque qui avait fait 3 morts et 7 blessés. Plusieurs éléments auraient permis de le retrouver plus tôt et ils ont été rendus publics. Hier, la police est mise en cause. Cyril Amar. C'est un témoignage glaçant. Il est 15h, vendredi 1er janvier. Nachat Melchem, le tireur fou de Tel Aviv, vient d'abattre 3 Israéliens. En cavale, il monte dans un autobus à la gare routière. Direction Harara, son village natal qui lui servira de sanctuaire. Pendant le trajet, 2 jeunes passagères de retour de Tel Aviv croient alors reconnaître l'assaillant. Elles ont livré leur témoignage ce mercredi sur les ondes de la radio publique israélienne. Après 1 ou 2 stations, un homme est monté, s'est assis près de nous. Il avait des lunettes très bizarres qui ont attiré notre attention. Il était recourbé avec son sac entre les jambes. Il portait un sweatshirt noir Adidas et sur les 3 bandes, on pouvait voir des taches de sang. Pris de panique, les 2 passagères alertent alors la police, mais celle-ci ne donnera jamais suite au signalement. Il faudra 1 semaine aux forces de sécurité israéliennes pour mettre la main sur le terroriste. Ces vidéos retrouvées sur son téléphone portable et rendues publiques par les services de sécurité intérieure, on découvre un homme au comportement excentrique sous l'emprise de stupéfiants, filmant ses diatribes contre ceux qu'il considère comme les ennemis de l'islam. Une terminologie qui conduit la police israélienne à penser que le terroriste de Tel Aviv a agi directement sous l'influence de l'État islamique. Voilà, et la police israélienne, je vous le disais, remise en cause. On va plus loin dans ce scandale avec vous, Julien Baloul. On raconte un petit peu les détails de cet échec de la police israélienne. Ils étaient donc 2 sœurs à bord de cet autobus. Tout le monde s'est demandé comment le terroriste a réussi à s'enfuir. Comment est-ce qu'il est parti du centre de Tel Aviv, la rue Dizengoff, c'est le centre, et s'enfuir aussi loin dans son village natal dans le nord. Eh bien, il a pris tout simplement le bus, on l'a entendu. Les 2 étaient à côté de lui. Elles ont téléphoné au numéro 100, qui est l'équivalent du 17 en France. Là-bas, on les a envoyées vers une autre centrale téléphonique. On ne les a pas prises au sérieux. Elles sont allées voir le chauffeur du bus en lui disant cet homme est suspect, comme on le fait régulièrement en Israël lorsqu'il y a des personnes suspectes. On avertit le chauffeur du bus et c'est lui qui en général prend les devants. Le chauffeur du bus a dit non, tout va très bien. Cet homme m'a indiqué où est-ce qu'il descendait. Il descend dans une station, en effet la station suivante. Il est descendu, c'était Herzliya, il a changé de bus pour aller dans le nord et les 2 jeunes demoiselles, 2 jeunes sœurs racontent qu'elles ont vu, elles ont même parlé avec ce terroriste, il a remarqué qu'elles les soupçonnaient finalement d'être le terroriste et il les a un peu agressés verbalement et il a fui tout de suite. Elles ont donc rappelé la police 4 fois. 4 fois Barbara, et elles n'ont jamais été prises au sérieux. L'une d'entre elles a même prévenu son employeur. Son employeur a téléphoné pour aller à la police. Rien. Ils se sont passés les appels des uns aux autres. Ils leur ont dit si nous avons quelque chose, nous reviendrons vers vous. Rien. Et pendant 1 semaine, le terroriste n'a pas été trouvé. Le chef de la police dément déjà tout scandale. Il dit que c'est un scandale dans un verre d'eau. Voilà, c'est pas la première fois, il faut quand même le rappeler, que la police israélienne est éclaboussée par un scandale ces dernières années. Vous avez d'ailleurs des images. Oui, absolument. On va prendre le dernier exemple, le plus récent, c'est d'abord celui de la Gay Pride de Jérusalem. Un homme il s'appelle toujours Eli Schlissel, un terroriste juif tel qu'il était surnommé par la presse en 2005. Il avait poignardé des manifestants de la Gay Pride de Jérusalem. Il avait fait 10 ans de prison jusqu'à juin 2015. Il sort de prison 3 semaines après, Gay Pride de Jérusalem. On pourrait s'attendre à ce que la police l'éloigne du cortège. En effet, son nom figure parmi la liste des personnes à surveiller, sauf que les policiers n'ouvrent pas l'enveloppe. Et les policiers qui se situent autour du cortège n'ouvrent pas l'enveloppe, ne le reconnaissent pas, ne l'empêchent pas de passer. Ils poignardent plusieurs personnes et tuent une jeune fille de 16 ans, Shira Banki. Et si on revient un peu plus en arrière, on se souvient tous du kidnapping des 3 adolescents israéliens. C'était en juin 2014, en Cisjordanie, 3 adolescents israéliens qui ont été kidnappés. Ils avaient appelé la fameuse centrale 100, l'équivalent du 17. Écoutez la conversation. Pourquoi la police n'a pas réagi, on ne sait toujours pas. Écoutez. الو Voilà un petit peu ce court extrait de cette conversation glaçante, ça dure beaucoup plus longtemps et cette conversation n'a pas été prise au sérieux alors qu'ils auraient pu retrouver les victimes à temps et les trois adolescents ont été tués.
Merci Julien. Retour en France, Paris qui a mis les petits plats dans les grands. Le président iranien poursuit sa visite d'État ce jeudi. Honneur militaire avec les hymnes nationaux lui ont été rendus ce matin aux Invalides. À 15h, il est attendu à l'Élysée. Hier, c'est en turban blanc et longue tunique noire qu'il a rencontré les patrons du MEDEF. Julia Galantia. Cérémonie d'accueil aux Invalides. Hassan Rouhani et Laurent Fabius arrivent dans la cour sous haute sécurité. La présence du président iranien fait polémique, mais elle marque le début d'une nouvelle coopération politique et économique entre la France et l'Iran. Quelques heures plus tôt, le président iranien rencontre les principaux chefs d'entreprise français. Le ministre de l'économie annonce un accord pour favoriser l'investissement des entreprises françaises en Iran et la signature d'importants contrats commerciaux entre les deux pays. Maintenant, nous avons un cadre, des décisions ont été prises, les entreprises se mobilisent et le président Rouhani a pu formaliser ici le souhait de voir ces relations se développer dans plusieurs cadres stratégiques, qu'il s'agisse des infrastructures, de l'aéronautique et de l'ensemble de ce qui pouvait être apporté par le champion français. L'objectif français se réimplanter en Iran. Le constructeur automobile français PSA Peugeot Citroën a officialisé son retour très attendu à Téhéran. Investissement potentiel jusqu'à 400 millions d'euros sur 5 ans. Autre accord cette fois chez Airbus avec l'achat de 114 appareils. De nouveaux liens économiques qui feraient presque oublier les sujets qui fâchent entre les deux pays et notamment le respect des droits de l'homme. Pour être utile dans les droits de l'homme, il ne suffit pas de faire des déclarations, il faut faire progresser les choses. Et c'est comme ça que nous avons abordé cette question au mois de décembre. François Hollande a été interpellé par lettre par plus de 60 députés de la majorité et de l'opposition pour que le président français fasse preuve de fermeté et de cohérence face à Hassan Rouhani. Pour le président iranien, l'enjeu est aussi de créer un nouveau fonds diplomatique sur lequel la puissance chiite pourra s'appuyer. Téhéran semble retrouver ses marques en Europe après des années d'hostilité diplomatique. Christian Mallard, vous êtes notre consultant diplomatique. Vous suivez pour nous cette visite parisienne. Alors on l'a dit, accueil en grande pompe du président iranien, mais dans le même temps, ces appels à des sanctions contre le programme balistique du régime des Mollahs. L'Iran est-il aujourd'hui un pays comme les autres pour le Quai d'Orsay? Non, comme le disait récemment François Hollande, l'Iran doit faire ses preuves et doit montrer qu'il peut devenir un pays fiable, ce qui n'est pas encore évident. Laurent Fabius dit très clairement qu'il faut rester prudent et vigilant. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant de voir le ministre français des Affaires étrangères appuyer aujourd'hui les Américains dans leur demande de nouvelles sanctions contre l'Iran, puisque les Iraniens viennent de violer des résolutions des Nations Unies en procédant à un essai de tir de missiles balistiques. Et puis j'ajouterai que la France ne cesse de répéter qu'il va falloir que l'Iran montre patte blanche durant les 10 années à venir pour démontrer aussi qu'elle respecte l'accord sur le nucléaire. Et ça, c'est une autre histoire. Alors Christian, vous le dites, c'est une visite politique, bien sûr, mais aussi économique. Les entreprises françaises sont en bonne place pour reprendre pied en Iran. On ne va pas jouer au contrat en veux-tu, en voilà. Mais disons que cet après-midi, entre 17h et 18h de Tel Aviv, dans les salons de l'Élysée, un certain nombre de contrats devraient être signés. À commencer par le plus important d'entre eux, celui que doit signer Airbus, qui doit vendre normalement 127 appareils de différentes catégories, de différents modèles, pour un montant, pour une valeur de 18,5 milliards de dollars. Et puis il y aura aussi PSA qui devrait être intéressé et qui devrait s'emparer normalement d'un marché de 200 000 automobiles. Et j'ajouterai enfin que les Français vont être très présents dans ce qui va être concerné l'infrastructure aéroportuaire, puisqu'on verra Aéroport de Paris, Vinci, Bouygues, sans doute obtenir un certain nombre de contrats. Donc une belle moisson pour les grandes compagnies françaises. Merci Christian. C'est une visite en tout cas au protocole délicat. Le casse-tête d'un repas arrosé de vin français semble évité puisque le président iranien est reçu pour le goûter à 15h à l'Élysée. En Italie en revanche, on parle désormais d'un embarras mondial, une figuratio mondiale. Il est question de l'affaire des statues recouvertes, Lise. Et oui, puisqu'à Rome, des sculptures dévêtues de divinités et de guerriers du musée du Capitole ont été pudiquement encoffrées à l'occasion de cette visite, soi-disant pour respecter la culture et la sensibilité iranienne et sûrement aussi pour s'assurer les 17 milliards d'euros de contrats signés. Donc pendant sa petite visite, Rouhani a pu voir de grandes boîtes blanches disséminées ça et là dans les salles du musée. Pourtant, il dit qu'il n'a rien demandé. Il est même très choqué par la réaction des médias. On va l'écouter.
Je suis sidéré que des journalistes s'intéressent à ces divertissements. C'est une petite chose négligeable. Je n'étais pas au courant. Je sais que le peuple italien est très accueillant et ils veulent que leurs invités se sentent à l'aise. Alors ça crée un véritable scandale politique en Italie parce que le président du Conseil lui-même a déclaré il y a un mois à peine que c'est l'art qui est le meilleur rempart contre le terrorisme. Oui, Matteo Renzi, pour lutter contre la barbarie djihadiste, a créé une carte culture dotée de 500 € distribuée aux jeunes Italiens. Pour lui, c'est une arme de résistance face à Daesh. Il disait alors, ils détruisent les statues, ils brûlent les livres, ils imaginent la terreur. Nous répondons avec la culture. Donc forcément, aujourd'hui, il y a plein de réactions négatives en Italie. Pour le ministre de la Culture, c'est une initiative incompréhensible. La mairie de Rome, elle décline toute responsabilité. Et dans l'opposition, on parle d'un acte de soumission. À noter que la conférence de presse devait se dérouler devant la statue équestre de l'empereur Marc Aurèle. Mais les attributs de l'étalon auraient pu choquer l'invité. Elle a dû donc être déplacée. Voilà, on ne parle pas seulement d'attributs féminins alors. En France, il est reçu en ce moment la France qui semble lui emboîter le pas, l'Italie en tout cas. Et oui, puisqu'il y avait une condition à la rencontre pour Téhéran, pas d'alcool à table. Pourtant, l'usage veut que le président reçoive son invité dans un repas officiel où le vin a toute sa place. L'Élysée n'a pas tout à fait capitulé. Ce sera donc un goûter sans alcool autour de 15 h avec François Hollande et Laurent Fabius. Et un café. Merci Lise Barenbaum, il est 12h16 sur I24, l'essentiel de l'actu avec vous Daniel Atlan. Oui, tout d'abord, c'est nouvelles alertes à la bombe dans plusieurs lycées parisiens. Ils ont été évacués ce matin et la police est en train de sécuriser les lieux. Un vent de panique, souvenez-vous, avait déjà soufflé en début de semaine sur les établissements scolaires. Des lycées de la capitale avaient été évacués après des coups de fil anonymes. On vient d'en parler, les affaires qui reprennent entre l'Iran et la France. Le constructeur français Peugeot Citroën va s'associer à l'Iranien Iran Khodro pour produire près de 200 000 véhicules par an en Iran. Le contrat va être signé dans les heures qui viennent à l'occasion de la visite de Rouhani à Paris. Et pendant ce temps-là, Laurent Gbagbo plaide non coupable. Le très attendu procès de l'ancien président ivoirien s'est ouvert devant la Cour pénale internationale. Il est jugé pour crime contre l'humanité 5 ans après les violences post-électorales qui avaient déchiré son pays. C'est un procès inédit car c'est la première fois qu'un ancien chef de l'État comparaît devant cette instance. Voilà pour les titres. Merci Daniel. Tout de suite, un coup d'œil à la météo de ce jeudi. Elle a quitté le gouvernement sur un désaccord politique majeur. Christiane Taubira a repris sa liberté. Passionnariat de la gauche, souvent décrié, parfois désavoué, en tout cas rarement dans l'histoire de la Ve République, eh bien, une ministre aura suscité autant d'émotions. Elle laisse derrière elle un bilan mitigé, mais un Premier ministre renforcé. Et puis ces adieux, vous les voyez, comme un dernier coup d'éclat. Christiane Taubira aura donc continué jusqu'au bout de bousculer les codes. C'est en vélo que l'ex-garde des Sceaux a quitté son ministère après la traditionnelle passation de pouvoir. Cet exercice pourtant ultra codifié de la Ve République. Et son successeur, vous le savez, est attendu en tout cas au tournant par la gauche, mais salué par la droite. Alors qui est Jean-Jacques Urvoas? C'est le monsieur sécurité du PS, proche de Manuel Valls. Il devient donc le nouveau visage de la justice française. Julia Galancia. Passation de pouvoir, place Vendôme. Jean-Jacques Urvoas devient locataire des lieux. Professeur de droit, le nouveau garde des Sceaux est un proche de Manuel Valls et un grand spécialiste de la sécurité.
Une nomination qui confirme le virage sécuritaire pris par le président de la République depuis les attentats de 2015 et en particulier depuis le 13 novembre. Jean-Jacques Urvoas est un fidèle du Parti socialiste depuis 38 ans. Élu du Finistère, c'est lui qui a notamment préparé en 2015 le texte législatif sur le renseignement, légalisant les pratiques clandestines des services dans la lutte contre le terrorisme. Sa mission première, rétablir le dialogue avec les syndicats de police. Appelant à un signal fort, certains policiers demandent déjà le rétablissement des peines planchées. Des policiers se disent très vigilants sur le chantier explosif de la réforme de procédure pénale, dont les contraintes et les lourdeurs administratives engluent les services. Allez, on va revenir sur le bilan de Christiane Taubira, un bilan mitigé, c'est signé Joseph Emmanuel. La lutte contre la radicalisation. Indépendantiste, l'un des adjectifs les plus utilisés pour décrire Christiane Taubira. Et pour cause, elle entre en politique en Guyane comme militante indépendantiste. Députée de la première circonscription en 1993, elle est à l'origine de la loi tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage comme crime contre l'humanité. À 50 ans, en 2002, elle incarne une première fracture de la gauche. Elle est la candidate du Parti radical pour l'élection présidentielle. Le candidat socialiste est alors Lionel Jospin. Mai 2012, François Hollande s'installe à l'Élysée et y installe les siens. À la surprise générale, c'est Christiane Taubira qui devient garde des Sceaux. Très vite, la ministre prend son autonomie en s'opposant notamment à Manuel Valls sur la réforme pénale. Elle menace alors pour la première fois de quitter le gouvernement si ses propositions ne sont pas acceptées. La ministre Taubira devient aussi la ministre d'un combat, le mariage pour tous. Elle se mue en icône de la gauche en résistant à la rue et à la droite. Proie préférée de l'opposition, on l'accuse de laxisme, de libérer les détenus, de ne pas chanter la Marseillaise. Christiane Taubira est même l'objet d'attaques racistes, notamment par une candidate encartée Front National. La droite s'insurge contre ces attaques, mais la droite ne cessera de réclamer sa démission. Mercredi, la garde des Sceaux s'est retirée sur un ultime désaccord contre la déchéance de nationalité. Elle part sur un discours teinté de respect au président, au Premier ministre également. Et si sa popularité auprès des militants de gauche est indéniable, 8 Français sur 10 approuvent son départ, mais près de 70% jugent son bilan négatif. Alors, Christiane Taubira le jure, elle souhaite s'éloigner de la vie politique et ne pas être candidate aux primaires socialistes. On se pose la question de son avenir politique puisque, Rudy, on l'a vu, la mise en scène de son départ était peut-être trop bien orchestrée pour être totalement improvisée. Oui, parce que rares sont les ministres démissionnaires qui ont droit à un prime time le soir même de leur démission. Eh bien, c'est ce qui s'est passé avec la diffusion donc surprise de l'émission Conversation secrète avec Michel Denisot. Alors, l'émission a été enregistré samedi. On pense bien qu'au moment de l'enregistrement, l'ancienne garde des Sceaux avait bien pris sa décision. Alors, après cette grande sortie médiatique, cette grande tribune le soir même de sa démission, il faut ajouter une dizaine de tweets envoyés hier, dont le désormais célèbre « Parfois résister, c'est rester, parfois résister, c'est partir ». Et puis, évidemment, ce départ à vélo comme une manière définitivement de marquer son style et sa différence. Alors, Christiane Taubira le dit, elle a besoin de prendre du recul dans sa Guyane natale, entourée de livres, mais par contre, dans les faits, elle a maintenu sa venue à New York pour une intervention vendredi dans les locaux de la New York University. Alors, elle devait le faire en qualité de garde des Sceaux, elle le fera en qualité de femme libre, tout simplement, et fort à parier qu'elle parlera de son engagement politique. Alors, ça fait un agenda médiatique chargé pour quelqu'un qui veut se mettre en retrait. Oui, pour une ministre démissionnaire, d'autant plus que Christiane Taubira, on l'a dit, icône désormais de la gauche, et depuis l'annonce de son départ, extrêmement sollicité. Oui, alors l'un de ses très proches collaborateurs le murmure, depuis hier, sa messagerie est absolument pleine, les sollicitations se multiplient, elles ne manquent pas, tout simplement parce que Christiane Taubira incarne à merveille la gauche des frondeurs, la gauche des écologistes et la gauche qui pourrait porter ses idées pour une éventuelle primaire socialiste et écologique. Alors ce n'est pas par hasard que depuis hier, Aurélie Filippetti court les plateaux télé, Canal+ hier soir, BFM TV ce matin. Rappelons quand même qu'elle est ancienne ministre, qu'elle a été débarquée du gouvernement Valls, ex-ministre de la Culture.
compagne aussi d'Arnaud Montebourg, lui-même débarqué, lui-même frondeur, qui a subi le même sort. Donc cette démission arrive finalement un peu comme un cadeau pour tous ceux qui, au PS, sont en désaccord avec la politique, on va dire, social-libérale et surtout le virage sécuritaire du gouvernement Valls. Alors évidemment, il peinait à trouver un personnage emblématique, rassembleur. Montebourg, trop lyrique, Mélenchon, trop extrémiste. Avec Taubira, eh bien, on a l'incarnation parfaite de la gauche des valeurs. Et c'est pourquoi Aurélie Filippetti a appelé doucement, tranquillement à sa candidature. Alors la principale intéressée nie toute ambition présidentielle, sauf qu'il faut quand même se rappeler, le sujet le rappeler, qu'en 2002, elle avait été candidate contre un certain Lionel Jospin. Merci Rudy. En bref, le Conseil d'État a finalement tranché hier. La haute juridiction refuse de suspendre l'état d'urgence instauré après les attentats de novembre. Il avait été saisi par la Ligue des droits de l'homme. L'actualité de ce jeudi, c'est aussi un chiffre, 3 800 000. C'est le nombre de mal logés en France. La Fondation Abbé Pierre dresse le tableau d'une France malade du mal logement et appelle, dans son rapport annuel publié aujourd'hui, à plus de volontarisme politique. À noter qu'en 10 ans, le nombre de SDF a grimpé de 50% en France. Et puis autre chiffre, c'est le chômage qui repart à la hausse et atteint un nouveau record en décembre. 15 000 demandeurs d'emploi en plus, 90 000 en tout sur toute l'année 2015. Ces derniers chiffres confirment donc la tendance. La courbe continue de grimper. À suivre dans le journal, ce combat de titans, difficile de savoir lequel va l'emporter, Donald Trump ou les télés américaines. On voit ça dans moins de 5 minutes.